sur le Boost Club. On se retrouve pour un deuxième épisode avec Ophélie. C'est bien, on est resté dans le mood. J'ai encore tous les trucs d'avant aussi. Donc, si vous voulez suivre notre rythme, allez écouter l'épisode d'avant. Très intéressant. On a parlé beaucoup de récupération aussi. Et on a décidé que j'allais faire une petite séance. J'ai dit, j'espère que vous le ferez aussi. Parce que toutes ces discussions m'ont encore trigger des petites choses que j'avais que je pensais presque apaisées, mais pas tellement. Du coup, c'est parfait. C'est le but, hein, c'est de pouvoir... mon podcast est là pour continuer à améliorer, pouvoir continuer à, pour ma part, danser, à être active et pas juste être dans la performance, prendre soin de soi. Donc, voilà. On le répète encore une fois, tout ce qu'on dit ici sont à titre informatif. Chaque personne est complètement différente quand on parle de physique ou de santé mentale. Donc, prenez ceci avec des pincettes entre parenthèses. Et si quelque chose vous interpelle un peu plus, allez contacter directement les intervenants. Je mets toujours tous les liens, toutes les plateformes où vous pouvez les retrouver. Et si vous avez une interrogation, dites-le moi en DM, par mail, par téléphone, et je vous indiquerai les personnes. On continue le deuxième épisode. Est-ce que tu peux juste te représenter brièvement pour les gens que je juge et qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant comme d'habitude? Ok. Du coup, Ophélie Schneider. Je travaille comme psychologue du sport depuis environ une dizaine d'années. Je travaille à la fois au Centre Sport-Études à Lausanne, qui accueille des jeunes sportifs d'élite, tous sports confondus, et qui font une formation académique ou professionnelle à côté de leur sport. Et à côté de cet emploi-là, j'ai une consultation d'indépendante avec des sportifs amateurs, professionnels, jeunes, adultes, voilà, aussi tout sport confondu. En résumé. Ouais, en résumé. Génial. Et tu es très sportive aussi. Oui, j'ai fait beaucoup de danse, pardon, c'est juste... Non, mais c'est vrai, il faut le 35 ans, je crois, j'avais 3 ans et demi. Non. J'ai dû arrêter à cause de blessures. Et sinon, je fais de la natation, du yoga. Ça, c'est vraiment les gens très sportifs qui disent « Non, mais en fait, je fais pas grand-chose, la natation. » La course à pied. La course à pied. Je fais un peu tout, je fais des marathons, mais non, ça reste sport plaisir, sport maintien. Sport maintien. À mon âge, c'est sport maintien. Donc non, mais enfin voilà, j'adore le sport, j'ai besoin de faire du sport, je pourrais pas ne pas faire de sport, donc voilà. Trop bien. Merci d'être là. J'ai hâte d'avoir cette deuxième partie pour avoir plein de conseils un peu plus pratiques. Dans cet épisode, j'avais envie de parler de tous les obstacles en fait psychologiques qu'on peut avoir dans notre pratique et puis comment réussir à atteindre ces objectifs là. Donc par exemple, la plus grande source en tout cas pour moi, c'est pas que je rapporte à chaque fois à moi, mais c'est juste que je dois imager un peu ce que je dis. Moi, c'est dans le sport, j'ai beaucoup le stress et l'anxiété. Quels sont les facteurs les plus fréquents par rapport à ça? Tu vois, qu'est-ce qui déclenche le plus du stress et de l'anxiété dans le domaine du sport? On dirait vraiment que je t'ai posé un examen. Vous avez 2 minutes pour me répondre et je vous noterai. Non, c'est juste que j'ai toujours plein de choses à dire. Donc mais vas-y, on a le temps. J'essaye en parlant, sans faire un gros blanc comme ça, de rassembler mes idées. On peut faire plein de blancs, on s'en fout ici. C'est un podcast, on fait comme on a envie. Je sais. Disons que, du coup, du moment qu'il y a de nouveau une recherche de résultats, il y a une pression, ça peut être une pression qu'on se met à soi-même pour atteindre le résultat qu'on veut, qu'on souhaite, qu'on a besoin d'atteindre. Ça peut être une pression des parents, parce que oui, c'est le cas. Oui, je pense que c'est un cliché, mais ça vient quand même de quelque part. De beaucoup de situations. Ça peut être une pression des entraîneurs, d'un sponsor. Enfin, voilà, ça peut être... Ah ouais, d'un sponsor, j'avais pas pensé... Après, tout dépend quel sportif, dans quel sport... Et puis, de son niveau, oui, il peut y avoir ça. Parce que si je fais ces choix-là, si je continue pas de gagner, le sponsor, il peut arrêter le... Ah ouais. Ils perdent leur sponsor. Hein. Ouais. Oui.
Donc voilà, la pression des médias, enfin il y a plein de facteurs comme ça. Donc je pense que ces pressions, toutes ces pressions que je viens de dire, peuvent générer et vont générer une certaine source de stress ou d'anxiété. C'est une réalité, hein, je veux dire. Même dans le travail. Oui, enfin voilà, c'est un peu. Je vois pas comment dans un domaine où justement on parle de rendement, de performance, de résultats, qu'il faut continuer d'être le meilleur, être meilleur que les autres, obtenir telle récompense, tel résultat, tel sponsor, tel ci, enfin voilà. Comment il pourrait pas ne pas y avoir de stress ou d'anxiété. Donc il y a un bout où c'est normal. Ouais. Voilà. Ça peut être un bon stress et te booster. Oui. Okay. Puis, déjà, il faut comprendre que, juste une petite parenthèse théorique, non mais le stress, c'est une réaction physiologique normale de l'organisme. Ok. Donc, on est fait, l'être humain, depuis son apparition sur la Terre, le cerveau, il perçoit un danger. Donc, à la base, c'était, je sais pas, un tigre, un ours, le feu, la nature, les éléments où il fallait survivre. L'être humain était confronté à ça tous les jours, à la base. Donc, le cerveau, il envoie un message aux glandes surrénales qui sont situées par ici, toutes petites, pour qu'elles libèrent des hormones, adrénaline, cortisol, les hormones du stress, pour réagir. Et c'est une fonction de survie. Ouais. Faut se bouger là. Faut réagir. Et puis, elles vont libérer ces hormones. Donc, il y a des réactions dans le corps. Ça passe par le sang. Donc, du coup, il y a l'accélération du cœur. Il y a le ventre qui se noue. Il y a un apport supplémentaire dans les muscles. Ça chauffe. On saute plus haut. On court plus vite. C'est un cocktail explosif comme ça qui fait qu'on devient performant pour agir. Ouais. Puis, si on n'avait pas ces deux hormones-là, on ne pourrait pas agir. Donc, c'est une fonction normale. Le stress. Ensuite, l'anxiété, c'est une émotion, une peur face à un événement qui va arriver. Une fois que l'événement est passé, ça disparaît. Ouais. Les émotions, de nouveau, on ne peut pas les empêcher d'être là. Elles viennent, elles sont assez intenses et après, elles partent. Puis elles génèrent de nouveau beaucoup de réactions dans le corps. Et si, effectivement, le stress et l'anxiété se chronicisent... J'allais dire ce mélange. Non, deviennent chroniques. Ouais. Deviennent chroniques. Excusez-moi. Et s'installent, alors, effectivement, il peut commencer à y avoir des problématiques. L'anxiété peut devenir généralisée, puis on peut entrer, du coup, dans un trouble anxieux, enfin, voilà. Mais, à la base, c'est normal. Ouais, d'être stressé. Ouais. Comme le track avant un show, comme ça. Et surtout, dans le sport, dans le sport et dans n'importe quelle situation où on doit être performant, c'est nécessaire. Si on n'a pas de cortisol, on serait incapable de se lever du lit, on aurait tout le temps la nausée et des vertiges. Donc, on serait vraiment pas très bien. Non, mais je pense que c'est important. Ouais. Alors, moi, je l'explique tout le temps, puis des fois, on me regarde et on me fait... Ah ouais, donc en fait, c'est pas si grave. Mais c'est exactement... Mais non, parce que tu peux pas faire ta compète au saut du lit. Hein. Mais c'est ça, j'arrête pas de dire ça à tous les épisodes, mais c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, c'est parce que je reprends des bases aussi. Par exemple, quand on a fait la souplesse avec Christelle, ça, c'est la base, mais parce qu'il y a plein de gens qui savent pas pourquoi ils font les choses et ils connaissent pas juste les éléments basiques parce qu'on nous l'explique pas, surtout encore une fois quand on est amateur ou semi-pro puis qu'on n'a pas un encadrement professionnel tout le temps, on se rend pas compte. Et c'est pour ça que je veux, donc n'hésite pas à mettre les bases partout. C'est très bien. Donc du coup, voilà. Donc après, c'est déjà on sait ça, donc il faut observer. Est-ce que c'est plutôt parce qu'on a une zone, ça c'est, je peux pas dessiner, mais on comme une espèce de courbe, de U inversée, ok, où en bas là on est tout endormi, on n'a aucun stress, on sort du lit, on n'est pas très motivé, on a le corps qui est tout ramolli, ou alors on a mal partout, enfin voilà, puis
faut s'activer, là, faut se mettre en route. Hein. Ouais. Puis après, ça monte, ça commence à monter, on commence à avoir de l'intérêt, on se réjouit. Et puis après, on a une zone optimale où là, il y a du stress, il y a de l'adrénaline, on commence à avoir des stratégies, des techniques, de la créativité, un sentiment de satisfaction. Puis on a envie, puis on a le corps qui est actif. Puis après, la courbe, elle redescend où on commence à avoir trop de peur, trop de stress. Donc, il y a des tensions dans le corps, on est brouillé, on n'arrive plus à se concentrer, on n'a pas une bonne lecture, et puis jusqu'au dépression, burn-out, voilà. Donc il y a cette zone qu'on appelle optimale où le stress il est bon et il est nécessaire. Tu peux pas faire une compétition de vélo, passer un obstacle, sauter à 10 mètres de haut, prendre une grosse vague sans avoir de la peur et du stress. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas possible. Ouais. Après, voilà, dans les sports extrêmes, la peur, elle est nécessaire parce qu'elle va être un moteur. Ouais, un signal qui va te permettre d'avoir une bonne lecture de l'environnement. Et pas de faire n'importe quoi. Ouais, non plus n'importe quoi. Mais c'est quand, du coup, que le stress, il prend le dessus de la mauvaise façon? C'est quand tu perçois l'événement comme quelque chose de dangereux et trop dangereux, car tu perçois chez toi, tu ne perçois pas la capacité à y faire face. Donc, c'est cette perception-là sur laquelle on travaille. Ah, ok. Ouais, qui est l'anxiété parce que tu perçois ça comme tellement dangereux et que t'es pas capable, t'as pas les stratégies pour y faire face. Ok. Donc, on travaille là-dessus et on travaille sur des techniques de gestion du stress pour réguler l'activation. Donc, ça serait quoi comme technique? Respiration, méditation, safe place. C'est quoi safe place? Enfin, j'imagine ce que c'est, mais... c'est ça. C'est ce que tu imagines. C'est juste un endroit. Mais voilà. Comment tu mets ça en pratique? J'accompagne. J'apprends à la personne à aller dans sa safe place, par exemple. Mais c'est quelque chose que tu imagines? C'est pas moi qui imagine, c'est l'autre. Voilà, tu dis à la personne, imagine un endroit où t'es safe, et puis c'est un endroit... Mais c'est un peu de la méditation? C'est un peu de l'hypnose, mais ça peut être de la méditation, ouais, bien sûr. Ouais. Puis en fait, il y a aussi de la relaxation. Et puis, puis toutes ces techniques, elles ont toujours comme ancrage le souffle. Et la respiration, c'est un des seuls systèmes qu'on peut contrôler et qui a une influence directement sur le système nerveux. On en revient à notre histoire du système nerveux, sympathique, parasympathique. Quand on respire... qu'est-ce qui se passe quand on respire? Ça se relâche et puis le système nerveux parasympathique, il reprend un peu sa place, il calme, le rythme du cœur ralentit, les mouvements du ventre. Et là, on est toutes calmes avec des bras. On s'apaise et puis ça vient juste calmer un peu. Et du coup, après, ça dépend. Si on est vraiment dans un stress trop grand, il faut vraiment aller chercher le calme et s'apaiser. Et puis on peut... Voilà, mais on va pas faire ça juste avant une compétition, bien sûr. À moins qu'on soit complètement désemparé, puis qu'on ait complètement perdu ses moyens, ce qui arrive. Comme tu disais, il faut vraiment... En fait, c'est un travail... tu vois, encore une fois, moi, je me dirais... Ou je me suis déjà dit... Ma technique, c'est juste avant de me calmer. Après, je suis un peu amorphe. Et puis, du coup, à reprendre le dessus pour performer fort, c'est pas idéal. Non. Donc, comme tu disais avant, de ce qu'on a appris, donc allez écouter l'épisode d'avant, on parle de récupération et de technique aussi comme ça. C'est une pratique hebdomadaire qu'il faudrait faire. C'est un entraînement d'être au calme. Pour travailler le stress pré-compétitif, on va faire tous ces exercices avant, puis on va visualiser sa réussite. Voilà, c'était une de mes questions. On va visualiser un moment où on est en confiance. On va aller chercher, on va aller se connecter à ses ressources. En fait, on a tous des ressources en nous. Tu peux expliquer un petit peu ça justement non ressources. Ressources du dictionnaire Larousse. Une de mes questions c'était quels sont les outils ou qu'est-ce qu'on devrait faire en gros, encore une fois ça dépend de chaque personne, mais en gros avant une compétition ou avant une performance. Combien de temps avant et juste avant?
Ça dépend de ce que tu cherches, ça dépend de ce que tu as besoin. Disons que t'es Il y en a, ils ont besoin de rien faire, ils ont besoin de se marrer avec les potes et puis de surtout pas penser à la compète, d'écouter et vraiment. Hein, ah ouais, vraiment. J'admire ces gens. Mais moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage où on est très stressé. Et du coup, par exemple, moi, dans la danse, je vais refaire 400 fois ma choré avant. Ophélie aussi. Une autre Ophélie qui danse avec moi, Ophélie. On fait ça. Peut-être des outils pour se calmer et pas avoir ce mauvais stress, tu vois. Je pense que c'est une question de préparation. Dans le sens où si tu t'es bien préparé tout au long de tes répétitions, hein, parce qu'un spectacle, on se prépare longtemps avant, ou une démo, ou j'en sais rien, une compétition, c'est comment déjà, ta préparation physique, technique, tu connais tes chorés, donc déjà, si tu es prêt à ce niveau-là, tu peux déjà te baser sur le fait que tu n'as pas rien fait puis que tu es prêt. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui switch où je me dis, j'ai tout oublié. Oui, mais la préparation, c'est important. Ouais. Puis après, il y a comment tu, entre ces moments où tu danses, tu actives ton corps, il y a comment tu peux voir dans ta tête ce que tu fais et le voir d'une manière positive, ok ? Tu peux te rappeler aussi d'anciennes chorés, tu peux te rappeler de moments où tu étais incroyable, puis tu te connectes à tout ça, hein, tous ces moments où c'était positif, c'était bien, c'était beau, c'était comme tu voulais. Ok. Puis tu fais dans ta tête. Ça, c'est la visualisation comme t'appelles. Parce que c'est exactement les mêmes neurones qui travaillent quand on fait des imageries mentales, des IRM, pardon. On voit dans le cerveau que c'est exactement les mêmes zones cérébrales qui sont activées quand tu imagines que tu fais un geste que quand tu le fais vraiment. Ok, ouais. D'où la nécessité de l'imagerie. Donc, du coup, et puis, à côté de ça, tu fais des techniques de relaxation, de respiration avant, les semaines avant. Régulièrement dans la semaine, tu fais des relaxations, de la méditation, de la respiration, ça dépend ce que tu aimes faire. Tu fais autre chose. C'est toutes ces choses qui vont diminuer momentanément ton stress. Puis du coup, ça va empêcher que quand tu arrives à la compétition, tu as tellement accumulé de stress que t'es déjà là. Ouais. Tandis que si tu l'as régulièrement diminué, tu vas déjà être plus bas. Ok, ouais. Déjà, ça c'est important. Ouais. Puis après, on peut construire des routines le jour ou même de la compétition. Je sais pas, il y en a, quand ils connaissent l'endroit, ils se voient arriver, ils savent qu'ils vont aller poser leurs affaires là, ils savent qu'ils vont d'abord aller là, dans cette salle, et puis ils visualisent tout le parcours, parce qu'ils ont besoin de ça. Ok. Et puis ensuite, ils ont des phases. D'abord, ils vont s'échauffer. Ok, voilà, on laisse le corps s'exprimer, on se chauffe et tout. Et puis ensuite, il y en a, ils écoutent de la musique. Il y en a, ils regardent encore ils refont leur sport dans leur tête. Puis il y en a, après, ils se créent une routine d'être dans une bulle, par exemple. Je me mets dans ma bulle, rien de matin. Puis c'est tout un audio que je construis avec eux en fonction de ce qu'ils ont besoin. Ouais. J'ai pas un truc tout fait. Ouais. Et puis après, on peut l'enregistrer et puis je peux leur donner. Puis après, ils le répètent. Ou dans cette bulle, on vient y mettre des mots, on vient y mettre une musique, je sais pas. Je dis une bulle, mais ça peut être. Non, moi j'imagine toute ça autre chose. Ça, hein. Et ces gens qui ont des rituels aussi. Ouais, c'est pas Nadal qui a des rituels. Ouais, alors lui, c'est un peu plus. Je pense que moi, je pourrais. Moi, j'ai assez. Comment tu dis c'est pas des tocs. Comment tu dis quand tu. Genre, tu passes pas sous une échelle ou t'es. Des superstitions ? Ouais, moi, j'ai des superstitions. Surtout maintenant, je sais pas pourquoi, avant de. Si j'ai un show, faut un peu que je refasse la même chose. Je me dis, sinon, ça va mal se passer. Mais du coup, c'est pas très bon non plus, mais j'essaye de. Oui, mais dans le sport, il y a beaucoup ça. Ouais. Faut toujours que je mette pas trop négatif, mon patin gauche. D'abord mon patin droit. Oui, ils ont. Mais c'est positif en fait, ou c'est un peu toxique ? Non, c'est positif. Du moment que, comment dire, de nouveau, c'est un espèce de message positif que tu te donnes à toi-même. Ouais. C'est un peu comme un dialogue intérieur. Ça, c'est aussi une technique qui est beaucoup utilisée. On se parle tout le temps à soi-même. Ouais. Tout le temps en positif. Puis on donne des directions au cerveau. Ouais. C'est pas faut pas que je fasse ça.
C'est exactement Parce que ce que si du coup, je fais souvent cet exercice aux gens. Si je te dis maintenant, pendant les 10 prochaines secondes, tu peux fermer les yeux. Ok. J'aimerais que tu ne penses pas à un vélo rouge. Oui, bah. T'as pensé à un vélo rouge, Bah oui, je pense. il est très joli. Ah ouais. Ouais. Si maintenant je te dis, pendant les 10 prochaines secondes, j'aimerais que tu vois une fleur jaune. Puis si par hasard ton cerveau pense à un vélo rouge, tu le ramènes sur la fleur jaune. Ah. Ok. C'est ça le principe. Ouais, C'est en fait, on peut pas ne pas penser à quelque chose. exactement. Et comme si on dit au cerveau de ne pas faire, il va pas entendre, lui, Ouais. il va faire. Il fait, ouais. Donc c'est comment, en fait, en permanence, quand on se parle à soi-même, c'est directif sur quelque chose. Un geste technique, un placement, une sensation, un équilibre, un toucher, un mot, un encouragement, un aspect technique, un aspect, c'est égal. Ouais. Va à la ligne bleue, saute sur un pied, va plus vite, bouge. Vas-y, allez, tu peux y aller. Respire maintenant. Ah, je vais vraiment faire un audio de... C'est tout le temps, c'est ça en fait. Ouais. Parce que sinon, le cerveau, il va évidemment partir dans des pensées négatives. Mais c'est ça, en fait. Et souvent, j'ai l'impression qu'on se rassure en disant « Ah purée, cette fois, faut pas que je me trompe. » Et en fait... Bah ouais. Ah ouais, ça faisait beaucoup de Donc voilà, ça sens. c'est des toutes petites choses qu'on peut faire. Et puis, je pense que pour le stress, c'est vraiment d'être dans des choses, dans des outils qui Qui te parlent et qui sont propres qui sont avec le corps. Ouais. Oui, bah c'est notre outil. D'aller amener ce calme. Un sportif, il doit être relâché. Relâché, ça veut pas dire endormi. Ouais. Mais pour faire un bon geste, le geste, il doit être fluide, il doit être relâché. Sinon, il y a de la tension. Ouais, sinon ça va pas. Donc voilà. Puis quoi de mieux que respirer? Ça, tu sais, ça semble si simple. Et au final... On peut aller respirer dans un genou. Ouais. C'est des intentions, hein. Ouais. Bien sûr. On parlait de ça. Et c'est quelque chose que tu as dit dans l'autre épisode. On a fait une vidéo de tuto de cool down avec Christelle qui avait fait les 2 premiers épisodes. Et puis elle parle ça de l'intention. Puis elle dit toujours respire dans ton genou, respire. Et c'est de la visualisation. C'est un entraînement aussi. Ça. Ouais. C'est comme dans la blessure. Ouais, j'allais y venir. Parfaite transition. Tu amènes la personne dans son genou, visualiser comment c'est, je sais pas, donner une forme, cartographier. Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce que c'est chaud, c'est froid? Est-ce que ce serait... Puis voilà, puis on y amène peut-être du coup un peu du bleu. C'est quoi l'impact? T'as fait une très bonne transition, j'ai pas eu besoin de la faire, c'est parfait. C'est quoi l'impact d'une blessure sur le mental dans le sport? Bah, de nouveau, ça dépend, hein, mais ça peut être vécu comme... comment dire? C'est plus souvent vécu de façon négative que positive. Ouais, alors, non, alors, il y a certains cas où la blessure, tout à coup, elle arrange. Ah, bah je vais pouvoir me reposer, c'est très bien. Ce contre de pression, comme ça, peut-être avec ouais, ça peut arriver. La blessure, elle peut aussi signifier autre chose. Dans le sens où... des fois, mais ça arrive souvent, hein, mis à part ça, où il y a des athlètes qui se blessent tout le temps. Ben voilà. C'est qu'il faut comprendre quelque chose derrière. Souvent, après coup, finalement, ils sont dans un niveau plus bas, où ils arrêtent. Ou... après, voilà. Ouais. Ça, c'est des... Je comprends que, parce que quand on parle de ça, souvent on me dit, ouais, bon, j'ai pas fait exprès de me blesser. Ah oui, évidemment. Bah oui, mais en fait, c'est des interprétations, et puis c'est quand même... Il y a toujours, dans la blessure, il y a quand même toujours un peu un aspect psychologique. Oui, j'allais dire, il y a beaucoup, c'est quand t'as mal quelque part, ça veut dire... Ouais, alors après, c'est peut-être pas forcément que parce que t'as mal au genou, que ça veut dire que le genou, c'est ça, donc que tu fais pas bien ça dans ta vie, mais ça... Il y a quand même le corps et l'esprit, ils sont liés. Tout le temps liés, c'est ce que j'allais dire. En fait. Bien sûr. Donc voilà, mais... quand on est blessé, forcément qu'il y a quand même c'est quand même un choc. Après, déjà, il y a un choc de la blessure en elle-même, de l'accident en lui-même. Ça dépend comment on se blesse, qu'est-ce qui se passe. Ça peut être un traumatisme, pas toujours, mais ça peut. Il y en a, ils revivent leur accident. Et les blessures fantômes aussi, non, les douleurs fantômes, ça s'appelle. Quand tu. Ouais, mais ça c'est plus dans les amputations, je crois. Ah oui, mais je crois qu'il y a,
tu sais, si tu te dis, par exemple, moi, j'avais mal au genou, puis après, t'appréhendes toujours d'avoir de nouveau mal au genou. Ah oui, ouais, alors ça, c'est plutôt l'anxiété de reblessure, je dirais. Ah, ok. Mais, donc, voilà, je sais pas, tout à coup, t'as eu une rupture des ligaments croisés, Typique. ça a fait un de ces bruits, puis l'impact, les bruits autour. Enfin, voilà, faut déjà digérer, voilà, l'accident lui-même. Tout à coup, le corps lâche. Le corps est ton outil de travail. Donc, c'est compliqué. En plus, ça te fait sortir du microcosme dans lequel tu es. Donc, il peut y avoir un isolement. Ouais. Parce que t'es plus avec tes copains, t'es plus aux entraînements. Donc, il y a ça. Bon, après, ça dépend si tu passes par la case opération ou pas. Il y a quand même aussi toute cette phase-là qui est pas facile. Il y a les douleurs qui peuvent être compliquées à gérer. Des fois, on a mal, des fois pas. Après, il y a toute la phase de rééducation où là, des fois, ça commence à être un tout petit peu plus positif parce qu'on retrouve un peu du contrôle et puis on peut se remettre des petits objectifs. Puis on peut beaucoup travailler avec les physios sur comment j'étais la semaine passée. Ah oui, je vois ma progression, je soulève plus de poids, j'arrive à plus d'amplitude, j'ai moins mal quand je fais ça. Enfin, des choses comme ça, c'est important de se focaliser là-dessus. Et puis, donc ça génère plutôt des humeurs dépressives ou des émotions négatives. Et puis, on peut du coup tomber dans je subis. Ouais. Et puis du coup, on essaye de trouver plutôt... L'idée, c'est d'essayer de trouver cette période-là comme une opportunité pour faire autre chose. Alors, ça doit être dur, ceux qui... On le veut ou on le veut pas. Après, voilà, c'est à un moment donné, c'est qu'est-ce que je fais de cette période tout en continuant ma rééducation. Ouais. Mais il y en a plein qui disent c'était super parce que... Enfin, super. Dans le sens, c'est génial. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu me reconnecter à ça, refaire ci, j'ai pu travailler plutôt là-dessus. Ça m'a du coup, c'est toutes des choses qui vont être utiles pour après. Ouais, c'est les choses que tu n'arrives pas à entendre des fois quand tu te blesses, mais qu'après t'entends. Bien sûr. Mais de nouveau, il faut laisser. Moi, j'ai été blessée, je sais très bien ce que c'est. Je dis pas, si je dis tout ça, c'est parce que je connais aussi, c'est des étapes. Puis peut-être que la première étape, un peu d'effondrement, puis j'en veux à tout le monde, ou de colère, ou on s'en veut à soi, ou j'en sais rien, elle est normale. Et il faut l'accueillir. De nouveau, puis être bien entouré, avoir du soutien, pas s'isoler, consulter si vraiment ça va pas du tout. Ouais, je pense que être en lien avec son entraîneur si possible, je pense que c'est chouette. Ouais. Et puis surtout respecter les phases du retour au sport. Parce que le retour au sport, dans 50% des cas, s'il y a une reblessure derrière, parce qu'il y a des étapes, il y a la rééducation, enfin la réathlétisation, il y a le retour au sport, puis après il y a le retour à la performance. C'est pas on retourne au sport, puis paf, on est de nouveau... faire attention, mais souvent ça arrive. Ouais. Puis des fois il y a des reblessures derrière. Puis dans 50% des cas, c'est pour des causes psychologiques. Parce qu'il y a de l'anxiété, justement. On a peur de se reblesser, on est sur la retenue, on n'y va pas vraiment. Et du coup, toi, tu travailles là-dessus aussi avec eux. Du coup, on visualise le retour, on visualise la guérison, on retrouve confiance dans son corps. Tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler. Ça peut prendre du temps, je pense pas, ça dépend de chaque personne, mais... Pas forcément. Ouais. Ça peut aller assez vite. Okay. Des fois, il suffit d'une ou deux séances et puis on se sent bien. Ouais. Voilà, on évalue un peu l'humeur de l'athlète. Et puis, puis ça peut du coup beaucoup mieux se passer. Ouais. Parce que des fois, on perd confiance du coup, parce qu'on a perdu son niveau, donc on se dit on va jamais y arriver, est-ce qu'on va retrouver sa place? Exactement. Donc du coup, tout ça, ça se travaille aussi. Et l'acceptation de, oui, peut-être que je serai pas comme avant, mais on reprend là où on est. Ouais, la perte de confiance dans le sport, je pense, ça doit être un gros sujet quand même. Ou se comparer aux autres. Enfin, comment est-ce que tu les aides pour gérer la compétition par rapport aux autres? Ça dépend à quel point. Ça dépend. Il y en a, ils ont besoin de ça. Ouais. C'est hyper. C'est ça qui les pousse en avant. C'est comme il y en a, ils ont besoin d'avoir un coach qui va lui dire
Ouais. Hein, Ouais. si je peux dire ça comme ça, qui va crier, qui va allez les gars, c'est de la merde ce que tu fais, vas-y t'es capable de plus, enfin etc. Il y en a, ils ont besoin de ça. Puis d'autres, ça les casse. Ils se renferment comme ça, ils n'arrivent plus rien à faire, ils ont peur de pas faire juste, de faire faute, de faire une erreur. Je suis plus dans cette team là, je crois. Donc de nouveau, je pense que c'est important. Toi, faut t'engueuler. mais de nouveau, ça c'est hyper important de comprendre déjà. Parce que puis le coach doit savoir ça. Moi, j'allais dire tout l'important aussi, des fois on en parlait dans l'épisode. Faut connaître tes athlètes. Et que chacun est différent et puis tu peux pas faire la même méthode à tout le monde. Mais je pense que ça est valable aussi pour les coachs sportifs dans tout. Dans tout. Enfin, j'allais dire dans les fitness, à la danse, Bien sûr. Chaque personne est différente. Non, mais je pense que les gens, des fois, ils oublient. Ils veulent juste être entraîneurs parce qu'ils étaient anciens sportifs. Alors forcément, tu comprends mieux, donc tu peux donner ton expérience, mais c'est un métier. D'être prof, bien sûr. C'est de la pédagogie et je pense que des fois, les gens, ils oublient ça. Alors, c'est compliqué. Donc, je conseillerais, je suis personne, mais je conseillerais quand même de bien regarder vos coachs et pas vous lancer sur le premier la première venue et puis de faire attention à ça parce que on voit là que le mental, c'est tellement important dans le sport. Bah oui. Puis après, voilà, la confiance, c'est une des habiletés de base. Parce qu'on a les habiletés de base, c'est la confiance, la motivation. Et puis la troisième, c'est quoi ? Je sais plus. Enfin bref, c'est pas très important. Après, il y a les habiletés moyennes, c'est la capacité justement à réguler son énergie, à se calmer ou à... Puis après, les habiletés cognitives supérieures. Donc, c'est la capacité à planifier, anticiper, prendre des décisions, etc. Puis dans ces habiletés de base, on retrouve la confiance. Donc, c'est une des premières choses qu'on doit travailler. Et puis, la confiance, qu'est-ce que la confiance en soi ? Et puis, comment... Souvent, elle est basée sur l'expérience. Puis on a fait des choses, puis on a confiance dans le fait qu'on va pouvoir les refaire. Puis... Pour travailler sur la confiance, c'est les expériences passées réussies, les modèles, d'avoir un modèle, comme un mentor, si je peux dire ça comme ça. Comment on peut s'inspirer de lui, puis apprendre à travers l'observation. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est justement le dialogue intérieur et les encouragements et des autres et de comment tu te parles à toi. Et puis, une quatrième chose, c'est comment t'es dans la conscience de ce que tu vis, en fait. On doit toujours être dans la conscience du moment, de nos émotions, de notre corps. Enfin, c'est ce que j'ai dit au tout début. Puis à partir de ça, ça se travaille. Encore une fois, ça semble si simple. Oui. Mais bien sûr. Non, en fait, ça semble si accessible. Et au final, je pense que c'est souvent difficile à le faire. Mais je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. Après, je pense que pour aller plus loin, c'est forcément du cas par cas. Donc, on peut pas traiter ça là. Non. Après, je réfléchis s'il y avait donc par rapport à ces deux thèmes. Donc, c'était blessure, confiance, motivation, stress. C'est toutes des choses qui se travaillent. Puis j'ai envie de dire, je sais pas, c'est un peu des thèmes un peu récurrents. Puis qui sont pas c'est pas des maladies, enfin je veux dire ça évolue et puis un jeune il va évidemment avoir moins confiance en lui que quelqu'un qui est adulte puis qui a plus d'expérience. Enfin des fois je vois des jeunes qui arrivent ou les parents qui arrivent mais il manque de confiance, il est très stressé et tout, faut travailler, c'est pas normal. Et puis je suis là il a 14 ans. Ouais. C'est normal, il faut qu'il va apprendre, il va grandir. Enfin, il y a ça aussi. Alors, du coup, forcément que ça met de la pression aux jeunes, puis qui se dit qu'il va pas y arriver, puis s'il y arrive pas, enfin voilà. Les parents seront pas contents. Mais après, je pense que il y a aussi ce côté, comme tu disais, je veux dire, il faut aussi apprendre à sortir de sa zone de confort, quoi. Sinon, on peut pas faire du sport de haut niveau. Non, c'est ça. C'est pas possible. Mais encore une fois. Où tout va être stressant, tout va être trop difficile. Non. Donc voilà, il faut travailler. Mais comme ça, c'est le jeu. Je pense que les sportifs, on aime ça. C'est repousser tout le temps ses limites et jouer avec ça. Et après, on a tous
cette faculté à vouloir aller plus loin, j'appelle pas ça compétitif encore une fois, mais repousser ses limites, apprendre, voilà. Puis après, il faut juste faire attention, je trouve, de soit basculer dans le too much ou, en tout cas, pour mon expérience, du stress et ou de la culpabilité. Et je pense que c'est là où on doit être, entouré de personnes comme toi. Non, mais c'est vrai, je pense vraiment qu'on devrait faire attention. En plus, maintenant, on a une génération où le bien-être, il y a un peu à tout va, partout, donc c'est génial, mais il faut faire attention aussi de choisir les bonnes personnes et de vraiment prendre le temps pour de vrai, pas pour faire semblant, parce qu'il y a plein de gens qui font de la méditation ou qui font des routines, mais franchement, c'est parce que c'est la mode et ils savent pas vraiment pourquoi, et ils suivent des routines de un tel qu'Adips qui font ça, mais encore une fois, on est tous différents. Donc, essayez de prendre le temps pour le faire pour vous, de comprendre pourquoi. Et si vous avez la possibilité, de vous entourer de personnes comme Ophélie. Je pense que même si des fois, il y a des gens qui viennent pour une séance, je pense que c'est toujours quand même bénéfique. C'est vrai qu'après, des fois, on parlait aussi avec Kevin, qui est les épisodes d'avant, qui est coach sportif. Il disait, si vous n'avez pas le budget, parce que pas tout le monde a le budget, c'est sûr, mais il disait, essayez quand même de vous renseigner, ou lui, par exemple, il fait des vidéos où il disait, vous faites une séance. Alors, je sais pas, chez toi, on peut aussi faire peut-être 1 ou 2 séances, mais je pense que ça vaut le coup si vous voulez être plus performant. Après, il y a aussi certaines assurances maladie complémentaires, pas de base. Ouais, complémentaires. Ouais. Qui me remboursent. Hein. Ah ouais, parfait. Donc, tous à vos agendas. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. Je pense que c'était hyper complet, appris plein de choses. Je pense que ça va beaucoup aider les gens. Et comme moi, ça a ouvert des portes sur toute la complexité du mental. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que, comme on disait, il y avait tellement de choses à dire. Donc, on a essayé de grouper au maximum. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis, je les transférerai du coup à Ophélie. Et puis, on peut encore parler de ça, trouver d'autres moyens de le faire. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci à toi. Tu peux redonner tes contacts pour cet épisode aussi. Alors, donc, mon bureau, il est dans l'enceinte du Centre Sport-Études à Lausanne. C'est route des Plaines du Loup, 7A 1018 Lausanne. Mais le GPS n'amène pas forcément toujours au bon endroit, donc il faut m'appeler. Mon numéro de téléphone, c'est 078 693 03 43 et mon mail info@ophélieschneider.ch, tout lié, tout minuscule, sans accent. Parfait. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez des petites étoiles pour qu'on continue à faire ce podcast. Je dis on parce que Déborah fait partie intégrante de ce projet. Et voilà, et merci beaucoup pour toutes vos écoutes. Merci du soutien, merci des mots que je reçois. Ça me fait énormément plaisir. Encore une fois, je pensais pas qu'il y aurait des gens qui allaient écouter ça. Je me donne le mieux que je peux. Là, je suis dans la phase un peu psychologique mentale à cause de l'épisode. Mais voilà, de donner le mieux de soi et voilà, c'est l'important. Moi, j'ai juste envie de pouvoir aider les gens, de pouvoir faire ce qu'on souhaite, de pouvoir faire, je vais y arriver, qu'on soit tous en bonne santé et mentale et physique et qu'on puisse s'aider. Donc, n'hésitez pas à faire vos feedbacks. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne séance de sport peut-être. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!